Salut JP, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va? Salut Raph, bah écoute, plaisir partagé. Ça va très bien, ravi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous en dire un peu plus sur toi, d'où tu viens, quel âge t'as, tout ça, tout ça? Ouais, bah écoute, donc JP, 35 ans, je suis originaire du sud de la France, moi de Montpellier. Ok. Voilà, j'ai fait grosso modo toute ma scolarité là-bas. Du coup, 35 ans, t'es joueur de poker professionnel aujourd'hui. Comment t'en es arrivé à jouer? Comment t'as découvert le jeu? Est-ce que t'es pro depuis très longtemps? Raconte-nous un peu ton parcours dans le poker. Écoute, je joue au poker depuis assez longtemps, je me considère comme pro, on va dire à 100% depuis 5 ans. Ok. Mes premiers souvenirs poker arrivent à la fac. On va dire que j'avais pas mal de temps libre quand j'étais à la fac, parce que j'avais fait STAPS. Donc, c'était relativement cool, on va dire, au niveau des horaires. Et mes premiers souvenirs poker, ouais, ça vient avec... c'est marrant parce que ça vient avec un collègue à moi dans une salle à la fac. On est tous les deux et on joue à chu pendant des après-midi l'un contre l'autre, à se brûler un peu tous les deux dans la salle. Et c'est un format qui m'a Avec tout de des suite vraies cartes ou online? Ouais, ouais, avec des vraies cartes. On est Ok, l'un face ok. à l'un contre l'autre. On se mise des petites sommes, des 5-10 € un peu tous les jours, mais on doit y passer des 4-5 heures, quoi. Et Donc tu vas du à coup, la mes premiers... fac, tu vas à la fac pour jouer au poker heads up live contre ton pote. Ouais, c'est ça. En gros, on Magnifique. avait, bon, on va dire que ça, parce que les horaires, c'était vraiment cool. Donc, ouais, on avait du temps à peu près toutes les après-midi. Et globalement, on était deux à jouer un peu tous les après-midi. De temps en temps, on rejoignait un collègue à moi. On était trois, du coup, on faisait un peu un système, ben, un peu comme un spin au final. Donc, j'ai joué un peu, on va dire, la première année comme ça à Staps ou à CHU ou spin toutes les Incroyable. après-midi quasiment. Donc, au final, c'est resté mes formats de prédilection. Sachant qu'à cette époque-là, les spins n'étaient pas encore démocratisés, j'imagine. Ouais, non, c'était je dois avoir 20 ans. Ouais, c'était il y a 2010 peut-être. Ok, début du point FR. 2009-2010. Ouais. Mais j'ai connu, c'est quelle année le point .fr? Parce que je crois que j'ai connu la transition. Je crois que c'est 2010. Ouais, je crois que ma première année online, j'ai pris la transition tout de suite. Ouais. Il me semble que c'est 2010, ouais. Ouais. Et pas du tout de online à cette époque, ou très peu. Un petit peu, ouais, les 2 premières années, un petit peu. De mémoire, je crois que je me fais éclater pendant 2 ans avec des petits dépôts, 20-30 €, ça perd. Grosso modo, je jouais un peu de manière récréative, plus quelques sessions au casino, à côté de chez moi, à la Grande Motte, où globalement, ça se passait bien, parce qu'à l'époque, tu jouais deux rois, deux as. Bon, grosso modo, ça se passait correctement. Donc, on va dire que plutôt positif, au casino et online, les 2-3 premières années. 2 premières années, on va dire, je perdais un petit peu, mais c'était pas au centre, on va dire, de mon attention. J'avais la fac, j'avais le tennis à côté où je jouais pas mal, donc c'était plus, voilà. J'aimais bien, mais c'était un passe-temps, on va dire. Online, la plupart des gens sont vraiment attirés par les MTT parce qu'il y a les prize pools, les garanties et tout ça. C'est un format où il y a de l'excitation. Est-ce que toi qui jouais surtout en heads up et en 3-handed avec tes potes, est-ce que ça s'est retranscrit online où tu t'es dit je vais jouer que des heads up ou est-ce que bah, t'as été un peu comme tout le monde orienté vers les MTT et le cash game? Ouais, j'ai attaqué direct heads up. J'ai attaqué direct heads up. Je faisais que jouer heads up. C'était un format qui me plaisait parce que peut-être j'étais pas le plus patient à l'époque. Tu joues, on va dire range week contre range week et au final tu joues énormément de mains et ouais, un petit peu de cash game, je crois, de mémoire et sinon beaucoup de HU. J'ai fait quelques MTT live les années d'après. Mais grosso modo, non, j'ai jamais été ultra attiré par les MTT. Je commence à l'être un peu plus maintenant, mais non, globalement, ça a été toujours HU et ouais. Du coup, tu parlais un peu de tennis, c'est aussi du heads up, mais il me semble que tu as joué à un très bon niveau. Comment ça s'est passé un peu cette carrière tennis? Je pose plus cette question par intérêt perso parce que ça me fascine un peu. C'est un monde qu'on connaît pas trop. Il y a rarement, enfin il y a assez peu de sportifs quasi professionnels. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé pour toi? Ouais, bah écoute, déjà j'ai l'impression que au niveau du poker, il commence à avoir quelques anciens sportifs de haut niveau qui sont là. Je dirais Jimmy Cabot, je crois, de Ligue 1 qui est là. Il y a un ami de Martini aussi qui est ancien joueur de Ligue 1. Je sais Ok. pas si t'as le nom. Il est connu, il est à Vegas maintenant pour jouer la MTT. Je crois que Julien l'a formé pendant un an. J'ai l'impression qu'on en retrouve un peu plus, de plus en plus. Au niveau de mon parcours, j'ai attaqué tout jeune, à 4 ans et demi, 5 ans, je dirais. J'ai un club qui est à 50 mètres à pied de chez mes parents. Donc, je suis venu une fois accompagner ma sœur et j'ai passé derrière l'intégralité de mes journées hors école, bien sûr, à jouer au tennis. Et
tout de suite mordu de ça. J'ai des souvenirs de moi à 5h30 mettant le réveil pour regarder l'Open d'Australie quand j'étais petit chez mes parents. Incroyable. Et je pense que les 2, 3 premières années, honnêtement, j'ai pas perdu quasiment. J'ai quasiment pas perdu. Je gagnais tout. En tout cas, dans ma catégorie d'âge, je gagnais tout. Et du coup, tu fais un énorme volume, si je comprends bien, à cet âge-là, parce que très rapidement, tu disais que tu t'es retrouvé à être au club dès que tu n'avais pas école, donc à beaucoup jouer au tennis, quoi. Ouais, mais pas de façon scolaire. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, j'ai eu rapidement un entraînement individuel financé par la ligue, et après j'avais, on va dire, un entraînement collectif ou 2 entraînements collectifs. Mais après, c'était que du jeu personnel. J'ai passé des heures et des heures contre le mur en m'inventant des personnages, en jouant, juste en jouant, en me régalant. De temps en temps, il y avait vu que j'habitais juste à côté, tout le monde me connaissait, on me proposait des parties. Mais vraiment, j'y allais. Mes parents, limite, me laissaient à 9h et venaient me récupérer à 18h. Et du coup, je baignais là-dedans non-stop. Et ouais, juste, j'adorais ça. Et quand tu parles de volume, c'est vrai que ça a été un volume un peu inconscient, mais un volume quand même au final. Donc ouais, on va dire que les 2, 3 premières années, vraiment, je crois que j'ai quasiment pas perdu. Et ma première défaite de souvenir, c'est au niveau départemental. Je battais tout le monde. Et à un moment, on fait un rassemblement avec un peu plus de monde. Il y a les Pyrénées-Orientales, il y a tous les départements un peu autour dans le Languedoc-Roussillon. Bon, j'arrive, pas en bonbon le torse, mais la question ne se pose même pas, en fait, de savoir si je vais gagner ou je vais perdre parce que je ne connaissais limite pas ça à la défaite. Et je perds un match contre un garçon de mon âge qui était dans les PO, que je connaissais pas. Et on m'en a parlé après. Au final, c'était le champion de France de l'époque et qui a gagné quasiment toutes les compétitions internationales de son âge. Donc, potentiellement le meilleur du monde à cet âge-là. Et je perds contre lui. Et là, ça a été la découverte un peu de quelque chose qui fait mal. T'as quel âge, là? Je dois pas être très vieux. Je dois avoir 8 ans, peut-être. Ok. Je dois avoir 8 ans. Et ça a été, au final, un ami, pote, entre guillemets, et rival en même temps, parce que derrière, on a fait toutes les compétitions. On était ensemble, emmenés par la Ligue. On était ensemble. On a été champion de France ensemble à 10 ans. En double, du coup? En fait, il y avait 2 simples, un double. Donc, on avait les simples, après le double. Et en gros, toutes les régions s'affrontaient. Ah, ok, d'accord, ok, ouais. Voilà, il jouait son simple, je jouais mon simple, on jouait en double. Et donc, on finit champion de France en 10 ans ensemble, vice-champion de France l'année d'après. Donc, on s'est suivi un peu tout notre début de carrière. Lui, il a décroché assez vite au final. Moi, j'ai continué ma route petit à petit, quoi. Ça t'a mené jusqu'à où, justement, ce parcours tennis? Ça s'est gâté au fur et à mesure. Ça s'est gâté un peu au fur et à mesure des années. Je dois aller en Pôle France, en sport-études. Je me fais virer pour un truc de comportement au final. Donc, je rentre chez moi. Je continue à m'entraîner, mais pas de CNED. Mes parents, ils tenaient pas, j'y tenais pas forcément non plus. Donc, en gardant mon parcours scolaire classique, je suis allé au collège, je suis allé au lycée. Mais bon, d'année en année, les meilleurs s'échappaient un peu plus par rapport à moi. J'avais un niveau qui était toujours très bon, mais grosso modo, ça n'avait pas le centre de mon attention, on va dire, à cette époque-là. 16, 17, 18, là, je commence à découvrir un peu les filles, ce qui se passe un peu à côté, derrière, plus le lycée, et je décroche un petit peu. Au bout d'un an de fac, j'arrête. Je décide parce que rien ne me passionne grandement, on va dire, je décide de jouer un petit peu plus et de me faire 1 ou 2 années full tennis, voir ce que ça donne, en essayant de jouer un petit peu le circuit. Je monte jusqu'au 1500e rang mondial. Donc, j'ai eu un petit classement ATP. Mais du coup, quand t'as 16, 17, 18 ans, que t'es plus dans le tennis, t'es quand même parmi les meilleurs Français de ton âge, quoi. Ouais, je suis encore parmi les meilleurs Français, mais il y a un petit gap quand même qui se crée avec les tout meilleurs, même si ça bouge énormément. Par exemple, je suis de l'année de Benoît Paire, qui est pas du tout je pense que c'est celui de mon âge qui a le plus percé, et il est pas du tout dans les meilleurs à cet âge-là, il commence à percer vers 15, 16 ans de mémoire. Donc, c'est des années où ça bouge énormément au début, rien n'est figé, et ouais, cette bascule, elle se fait à peu près à ce moment-là où lui commence à percer. Moi, je commence à me faire distancer un peu par ces gars-là, parce que je joue pas le circuit international chez les jeunes, du coup, et je m'entraîne un peu moins. Les mecs s'entraînent tous les jours, je m'entraîne un peu moins. Je déborde pas non plus de motivation, pour être honnête. Donc, en fait, l'écart se creuse juste naturellement, quoi. Et quand j'essaye après de rattraper après la fac et de jouer, il me manque quelques trucs. Je suis pas non plus à 100% de ce que je peux donner. Et au final, t'es 1500e mondial, mais tu peux absolument pas en vivre, étant donné que si t'es pas dans les 200. La pyramide est vraiment dure au tennis. Et c'est même au-delà de ça, en fait, ça te coûte une tonne, non? Une tonne. En fait, t'as deux possibilités. Ou tu joues le circuit ATP à 100%, ça te coûte une tonne. Tu peux être 300e mondial, tu perds de l'argent sur l'année. Ou alors,
tu fais un mix entre le circuit français où tu joues tes tournois français, tes matchs par équipe où là tu gagnes pas mal d'argent pour te financer une partie de l'année. Et là tu t'en sors, on va dire, break-even, légèrement up, quoi. Mais si tu joues le circuit ATP toute l'année, tu drops une tonne, clairement. Ok, incroyable. Ça fait peur du coup, tu vois, de se lancer là-dedans quand tu sais que t'es 1500e mondial et tu te dis, bah j'ai encore 1300 places à gagner contre des tueurs à gages. Et Ouais, c'est très très dur. C'est très très dur. Si tu fais un peu le comparatif avec, du coup que j'ai fait naturellement parce que j'ai fait les deux avec le poker, on est sur des années-lumière, des années-lumière. J'exagère, mais ouais, il y a vraiment aucune place à. Faut que tout soit carré. Faut que techniquement, mentalement, physiquement, faut qu'il y ait rien qui bouge. Alors qu'au poker, bon, écoute, on a déjà vu des gros, par exemple, tu peux, en étant laxiste, performer. Peut-être que tu performeras pas ultra longtemps, mais tu peux t'en sortir, je pense, correctement au poker. il y a aussi sûrement un facteur génétique et de talent qui est ultra important, quoi, et contre lequel tu peux rien faire. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette part-là. Il y a des physiques qui sont. Ouais, je m'étais entraîné pour la petite anecdote. J'ai été contacté par Gaël Monfils quand il devait être à peu près peut-être top 10 encore ou top 15 pour aller m'entraîner une semaine chez lui en Suisse. Du coup, j'avais fait une semaine à dormir chez lui et à être vraiment H24 avec lui. Et donc, du coup, là, j'étais vraiment immergé à 100% dans la carrière d'un mec de top 10, quoi. Et c'est vrai qu'on voit que, bah, il a un physique naturel qui est quasiment un des meilleurs du monde. Là encore, il est en train de jouer. Je crois qu'il a quasiment 40 ans. Il est encore en train de jouer. Il y a des physiques qui sont naturellement meilleurs que d'autres. Mentalement, il y en a qui sont, j'ai l'impression, peut-être Alex me contredirait, mais qui sont câblés vraiment pour que ce soit tout droit. Techniquement, je pense que tout se travaille et que si tu commences jeune, tu peux t'en sortir. Voilà. Alors qu'au poker, j'ai l'impression que, Il y a plus grosso de modo, place. tu prends quelqu'un qui a pas de, on va dire par exemple de déficit ou quoi. Il commence, je pense qu'il y a la place pour beaucoup de monde. Ouais, Quasiment pour je tout suis le assez d'accord. Ouais. monde. Je connais un peu ton style de jeu au poker et on va fermer la parenthèse tennis avec cette question. Est-ce que tu vois des similarités entre la façon dont tu approches le poker et le tennis à l'époque ou dans la façon dont tu joues, dont tu crées tes stratégies ou est-ce que du coup, peut-être pour clarifier ma question, pour la poser autrement, est-ce que tu avais un style de jeu un peu unique à l'époque, quand tu jouais au tennis, où t'étais dans les normes, maintenant qu'on voit aujourd'hui des gros cogneurs de fond de cours, tu vois, j'imagine que le système d'entraînement national, il pousse un peu à ça, avec à des gros frappeurs et des jeux un peu stéréotypés. Est-ce que toi, t'avais ce jeu un peu unique qu'on peut parfois retrouver dans ton poker, quoi? Non, pas trop. Pas trop, honnêtement. Genre de fond de cours, du fond. Et pour faire le parallèle avec le poker, je pense, j'ai commencé ultra jeune. Et quand tu commences jeune, techniquement, c'est plus ou moins propre. T'es formaté pour un certain style de jeu. Donc, non, vraiment passe-partout, je pense, au niveau du tennis. Et à l'inverse, au poker, c'est un peu l'inverse parce que j'ai tout appris tout seul. J'ai commencé à jouer quasiment toute la moitié de ma carrière seul. Donc, si je fais le comparatif avec le tennis, c'est comme si, en gros, j'avais jamais pris de cours et que j'étais allé au mur tout seul jouer. Et donc, au final, tu développes tes forces, tu peux développer un œil, tu peux développer et tu développes aussi tes faiblesses. Si je dois résumer un petit peu par rapport au poker, on va dire que j'ai compensé un petit peu des lacunes techniques que je n'ai pas développées parce que déjà, et d'une, je pouvais pas l'inventer, et deux, peut-être que j'ai pas été assez curieux sur plein de moments de ma carrière. Et donc, j'ai dû développer un petit peu d'autres stratégies pour pouvoir un peu contourner un peu tout ça, si je devais le résumer comme ça, quoi. Ça marche. Donc tu fais le circuit pendant quelques années, tu te rends compte au bout d'un moment que c'est pas vraiment possible et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Du coup, je stoppe. J'ai stoppé assez jeune. Je crois que quand je suis 1500e, je dois avoir 22 ans et à 23 ans et des brouettes, je stoppe. Ok. Parce que je sens. Bon, c'est pas forcément ultra jeune au tennis, mais bon, on voit que de plus en plus tard, maintenant, les gens commencent à percer. Il y en a qui percent à 30 ans. Mais ouais, je sens que ça va être dur. J'ai pas la motivation nécessaire. Du coup, je T'imagines stoppe. de 20 à 30 tryhard tous les ans et tu perces pas et puis finalement à 30 ans la consécration, tu fais une deuxième semaine de Grand Chelem ou un truc comme ça, c'est beau comme parcours aussi, quoi. Ouais, il y en a, hein. Il y en a. Déjà, faut pouvoir assumer les années avant, mais il y en a, ouais. Il y a quelques exemples comme ça. Il y en a pas énormément, mais il y a quelques exemples. On voit que le top 100, d'ailleurs, je crois que l'âge est peut-être moins ces deux, trois dernières années, mais avant, ça faisait que monter. L'âge du top 100, c'est de plus en plus vieux. Donc, ouais, potentiellement possible. Je décide quand même d'arrêter assez jeune. Je fais une année au Crêpes à Montpellier pour passer mon diplôme de prof de tennis. Tu te fais pas Et je virer? monte. Non, non, non. En fait, je finis major en faisant pas grand-chose parce que tous les examinateurs, c'est les gars qui m'ont suivi quand j'étais jeune sur tous les tournois nationaux, internationaux. C'est les anciens
Donc, je connais un peu tout le monde, mais bon, globalement, ça va. J'ai le niveau pour quand même. Du coup, je monte avec ma nana de l'époque à Paris, sans plan, et je commence à chercher des clubs. Et je tombe sur un club au final que j'ai Tu gardé montes des parce années. qu'elle, elle a une opportunité à Paris. Ouais, Ouais, ok. ouais, 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 parce ouais. que Elle a son école. Elle a son école. On est ensemble depuis déjà 1 ou 2 ans de mémoire. Elle a son école à Paris. Du coup, je monte à Paris. Je ne connais absolument personne. Donc, je monte pour bosser. Écoute, voilà, la plus grande motivation du monde, surtout quand tu passes du circuit un petit peu à donner des cours, c'est pas forcément évident. tu donnes des Parce que j'ai cours pas tout du tout. niveau. Je donne des cours tout niveau, surtout niveau bas, niveau club quoi en fait. Ok. Niveau club et au final ouais j'ai fait ça pendant quelques années au club. J'ai un petit peu évolué par la suite. J'ai monté mon site pour donner des cours particuliers de coaching etc. Mais de plus en plus j'ai développé en fait. J'ai diminué mes heures de cours, j'ai augmenté mon grind et j'ai effectué la bascule petit à petit. Du coup, ça fait 5 ans que tu es professionnel, donc les spins, ça a toujours été le format dominant sur cette période, on va dire, Ouais. avec un peu de cash game aussi. Est-ce que tu as gagné un peu en heads up aussi Ouais, je gagnais en heads up. Globalement, j'ai pas joué très haut, mais je gagnais en heads up et j'ai attaqué en spin. Ce que je disais à un ami la dernière fois, j'ai aucun souvenir de spin 5 ou 10. Je crois que j'ai attaqué directement en 20 et ça s'est bien passé globalement, sans faire un volume énorme, ça s'est globalement bien passé tout le long. Donc, 90% de mon grind, c'était des spins. Ok. Donc, au fur et à mesure, tu coaches de moins en moins au tennis, tu passes de plus de temps à jouer au poker. La bascule, elle se fait finalement, le moment où tu te considères professionnel, c'est un peu, ça arrive un peu naturellement, quoi. Ouais, pour la faire rapide, il y a eu 2 bascules. Il y a une première bascule au bout de 1 an et demi de club ou 2 ans où j'en ai plus que marre et ça se passe bien au niveau du grind et j'avais monté une petite roll et je dis à mes parents, j'arrête, je redescends dans le sud, full grind. Je m'étais installé à Aix-en-Provence à côté parce que je jouais un petit peu live aussi à l'époque. J'avais grindé Clichy-Montmartre pendant 1 an quasiment plein. Donc je dis à mes parents, je m'installe dans le sud. Il y a le casino à côté, je pourrais grind live et je vais faire mon online à côté. Premier mois, je fais mon premier mois 10K plus. Donc je me dis, wow, ben, c'est tout droit. Machin. Et je Deuxième mois. rencontre. Ouais, donc je m'étais séparé de ma nana à l'époque. Et donc j'étais solo et je rencontre une nana qui bossait dans le casino justement. Et de fil en aiguille, bon, ça se passe mal et ça impacte mon grind. Je commence à faire un peu n'importe quoi, à sortir tout le temps. Hein. Et je dégrind ma BR, pas au table, hein, mais je dégrind ma BR à une vitesse faramineuse. Dans la vie. Et ouais, dans la vie. Ok, ouais. Dans la vie, je vais faire des MTT live cher alors que j'ai aucun niveau, je suis en boîte. Enfin, vraiment, c'est allé ultra vite sans que je le vois trop venir et je me retrouve, je crois, avec 3K, je crois, de BR chez moi en me disant, OK, bon, on repart en spin. Tu partais de combien, là? Moi, j'avais un peu moins de 20. Je crois que en 1 mois et demi, j'ai brûlé 17, je crois, ou 16. Ok. Peut-être en 2 mois. J'exagère un peu, mais en 2 mois plein, ouais. Beaucoup Et, de bouteilles en boîte, du coup. ouais, mais pas énorme. J'ai jamais fait des soirées à 1000, 2000, mais tu vois, des 300, 400, et tu le fais régulièrement. Je sortais beaucoup parce que c'était pas forcément la meilleure période pour moi. Et ton loyer à 1000 balles, machin, et ça part ultra vite. Et je me retrouve avec 2-3 cas à grinder les spins et ça se passe mal. Du coup, je broque. Potentiellement qu'au niveau du niveau pur, c'était limite. Et je me retrouve avec zéro, de chez zéro, un loyer à payer. T'as quel âge à ce moment-là? Je peux avoir 27, peut-être 26, 27. Ok. Donc, écoute, je reprends un club dans le sud. Derrière, je recontacte mon club de base à Paris qui me reprend gentiment et je me remets dans le club. Je développe un petit peu mon réseau et mon site. Je grind beaucoup plus sérieusement à côté. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a 5 ans, je prends la décision, mais là, je sais déjà que c'est bon. Je vois mon niveau, je vois mon CV, je sais que globalement, il y aura pas de souci, quoi. Donc, un peu plus mature, un peu plus fort. Et du coup, voilà, la transition s'est faite naturellement. Ok. Donc, première expérience en 2 temps, ouais. Ouais. Mais bénéfique. Franchement, des côtés bénéfiques que je retrouve maintenant dans plein de points. Vraiment. C'est important, ouais, d'avoir connu un peu la galère, de comprendre ce que c'est de se retrouver broke et les implications de ça. Après, la motivation que t'as à regrind la roll et l'énergie que tu vas y passer, c'est aussi des moments où tu progresses beaucoup, quoi, parce que bah, tu penses qu'au poker tout le temps et Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Bah, c'est mieux de pas se broc, hein, clairement. Mais ça aide vraiment à savoir ce qu'on veut, savoir où on veut pas retourner, ce qu'on n'a plus envie de faire. Et dans ces périodes-là, j'ai l'impression qu'on peut grind 12 heures par jour. On a un truc en nous qui fait que, ouais, vraiment, la motivation est décuplée. Vraiment.
Ouais, je suis d'accord. Du coup, ça fait 5 ans maintenant. Ça s'est bien passé, j'imagine, ces 5 dernières années. Ouais, écoute, je suis parti, j'avais mon meilleur ami qui habitait aux États-Unis, je suis parti le rejoindre, grinder là-bas, et ça s'est fait assez vite derrière. J'ai fait 20. Honnêtement, j'ai passé mon année à grinder là-bas. J'ai pas vu beaucoup les États-Unis, j'ai fait que grind, que grind. Il bossait dans son club de tennis en Floride. Je me levais le matin. Ouais, il y avait 1 heure, on va dire, de piscine ou de sport. Enfin, surtout piscine du coup. Et derrière, je faisais que grind, que grind, que grind. Je pense que je grindais 10 heures par jour tous les jours sans pause. Et derrière, j'ai commencé ouais, à 20, 50, 100, un petit peu de 200 et ça s'est enchaîné assez vite ouais, au final. C'est quelque chose que tu me répètes assez souvent, mais tu me dis que t'adores jouer Ouais, au poker. Au tennis, j'imagine que t'as ressenti une certaine lassitude à un moment complète. du circuit, du coaching et peut-être même du jeu en général. Au poker, ça a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le jeu et pourquoi t'aimes autant ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'au tennis, j'ai adoré ça autant que j'ai détesté ça. Et à partir d'un certain âge, relativement jeune, je dirais 9, 10 ans, j'ai ressenti énormément de pression au niveau des résultats. Alors que mes parents étaient vraiment cool et m'ont jamais vraiment mis de pression. Mais tu la ressens quand même. T'es attendu partout, par tout le monde. Et tu te dois de gagner. Et quand tu gagnes pas, ben, personne va te dire que t'es nul, mais tu sens une pression constante. Et donc, en fait, le plaisir de jouer pur quand j'étais gamin, à jouer au mur et tout, tu le perds très rapidement. Au poker, j'ai quasiment fait toute ma carrière, une grande partie, on va dire, solo. Et donc, c'était juste, je me régalais juste en fait en jouant. Et alors que quand même, on va dire que les spins fait partie d'un format relativement rébarbatif. J'ai aucune lassitude. Souvent, on me demande, ouais, au niveau des motivations, t'as des tips et tout. Je suis ultra content de jouer. Je me souhaite de jouer jusqu'à ce que je sois vieux parce que si j'en ai marre, j'arrêterai, mais j'adore ça. Et donc, je vois vraiment le jeu pur. Je me régale à jouer, je me régale à observer ce qui se passe à la table, je me régale à, bah, comme tu sais, je suis pas un fanat du hors table. Je suis un des gars qui a peut-être le moins bossé hors table, mais in-game, j'essaie d'apprendre tout le temps. Je regarde tout le temps ce qui se passe, notamment des joueurs récréatifs. J'adore essayer de comprendre comment ils réfléchissent. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? J'ai été aussi entouré pas mal de joueurs récréatifs, on va dire, dans ma vie. Donc, j'ai été un peu baigné là-dedans. Peut-être ce qui m'a aidé aussi un petit peu à comprendre comment ça résonnait, mais c'est quelque chose ouais, qui me passionne vraiment. Donc, je me force pas. Il y a aucun moment. Là, en plus, je sais que ces derniers temps, tu joues de plus en plus de tables. Est-ce que ça altère un peu le plaisir du jeu? Ouais, Parce que forcément, direct. direct, ok. Ouais. Donc, mais tu vas Je sais quand que tu as un même. peu le même problème enfin, le même problème. Je sais que je sais pas comment toi tu raisonnes, mais je pense que c'est à peu près pareil. Tu es attentif quand même à ce qui se passe et plus tu joues un nombre de tables, plus tu vas te robotiser, entre guillemets. Tu vas pas essayer de faire le moins de grosses erreurs possible. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, mais je suis beaucoup moins attentif à ce qui se passe à la table, quoi. Ouais, moi, j'ai pris la décision de plus le faire et de privilégier justement le plaisir aux tables et la longévité, on va dire. Et si par exemple tu te rends compte que tu prends énormément de plaisir et que tu gagnes tant de l'heure et que tu prends moins de plaisir mais tu gagnes un peu plus de l'heure, tu vas quand même privilégier le plaisir. En fait, je suis un mauvais multitableur de base. J'étais un bon joueur de StarCraft pourtant. Mais ouais, je suis assez mauvais multitableur et j'ai de gros problèmes de motivation quand j'ai pas de plaisir. Et c'est une catastrophe, quoi. J'en prends vraiment aucun. Le fait de mal jouer, parce que bah forcément par rapport à ce que t'es capable de faire en jouant moins de tables, ça a rien à voir en termes de qualité, d'autant plus quand t'es mauvais dans cet exercice précis, me coupe tout plaisir et je me demande ce que je suis en train de faire parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me demandait de faire mon boulot mais de mal le faire et ça a pas trop de sens pour moi et j'ai l'impression de pas progresser quand je joue beaucoup de tables, de pas pouvoir avoir de nouvelles idées, de pas pouvoir être agressif comme j'ai envie de l'être et donc ouais c'est problématique quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ouais, globalement. Mais toi, je discutais un peu avec Cédric, il est qui me disait, OK, j'entends vos arguments, j'entends tes arguments, j'entends le mien, mais si on n'augmente pas le nombre de tables, ben, on pourra jamais être fort avec plus de tables. Et donc cet argument me fait aussi réfléchir dans le sens, est-ce qu'on doit tout le temps rester sur cette zone de confort où on est efficace, où on prend du plaisir, ou est-ce qu'on n'est pas censé un minimum essayer de step up et je te dis pas de passer de 6 à 12 par exemple, mais tu vois un peu la question? Bah, il y a plusieurs écosystèmes. Il y a des écosystèmes où tu es obligé d'être un très bon multitableur. Sinon, tout simplement, tu te fais pousser par les autres règles et t'auras plus jamais ta place. Mais il y a aussi beaucoup d'écosystèmes qui sont un peu plus élitistes, comme le cash game high stakes ou les sites sur lesquels il n'y a pas un trafic illimité, où il y a de la place pour les gens qui jouent pas 10 tables plus, quoi. Et donc, je pense que il faut aller vers là où ça convient à nos forces, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et
Pour le coup, je pense qu'entre un joueur qui est bon sur 8 tables et un joueur qui est bon, enfin, un bon multitableur et un joueur qui est très bon sur 4 tables, souvent la différence de CEV permet de compenser la différence de taux horaire. Plus, en termes d'hygiène de vie, j'ai l'impression que si tu 8 tables 6 heures par jour ou plus comme un robot tous les jours, bah tu vas mal manger, tu vas mal dormir, tu vas avoir tendance à te mettre des grosses caisses le week-end parce que t'as le cerveau en compote et t'as juste aucune énergie pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que en termes de longévité, c'est une mauvaise décision quoi. Mais Ouais, faut essayer de trouver la balance, clairement. Et l'âge aussi fait que tu vas te connaître de plus en plus et tu vas ouais, c'est clair. affiner au fur et à mesure, clairement. C'est clair que ça aide pas de devenir vieux. Clairement. L'année dernière, du coup, au mois d'août, tu as décidé de rejoindre Spinelite. J'imagine que pour toi, ça n'a pas été une décision facile, d'autant que ta carrière, jusqu'à présent, depuis que tu as été vraiment professionnel, donc depuis le deuxième temps, c'était, de ce que je comprends, tout droit. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et comment tu vis cette expérience sur ces 6 mois quoi, qu'on a passé ensemble jusqu'à présent? Écoute, ouais, ça a été une décision qui s'est fait relativement vite au final, même si ça a été assez réfléchi. J'ai vu au fur et à mesure de mon évolution des blocages quand même, que ce soit surtout au niveau technique forcément, où j'ai vu des points où j'étais bloqué, où je pouvais faire mieux. Donc progressivement, j'ai eu cette envie un petit peu de allier le côté technique GTO au côté exploit. J'ai une petite anecdote d'ailleurs là-dessus sur ce côté-là, où je commence, donc j'étais en 20 avec un très bon CV et je commence à shot la 50 et je me rappelle la toute première game que je lance. Pour moi, dans ma tête, ouais, on est en 50, il y a rien au-dessus, limite, c'est la limite, quoi, où vraiment les mecs commencent à être très, très forts. Et la toute première game que je lance sur le soft, je joue contre un reg et le tout premier coup que je joue, je c-bet et je dois c-bet peut-être mi-pot sur une texture, peut-être il y a que du small, j'en sais rien. Et le reg me lâche un emote sur le truc. Et là, je deviens tout rouge et je me dis, wow, ok, bon, laisse tomber. Je suis à 2 doigts de couper ma session parce que je me dis, ben, ok, c'est une noyade. Tous les mecs jouent parfaitement et c'est pas pour toi. Arrête, tu vois. Et je finis ma session et ça me reste quand même en tête pour te dire à quel point j'étais matrixé dans ma tête sur le niveau des mecs au-dessus. Et je continue ma carrière 100, 200 et à un moment, je fais un warm-up en 50 et je tombe sur ce gars et on joue quelques games ensemble. Je me rends compte que déjà le mec n'a pas bougé depuis tout ce temps. Il continue à émote tout le monde. En fait, juste il émotait tout le monde et le niveau était vraiment bas. Mais pour te dire que vraiment, je regardais les mecs de high stakes vraiment avec des grands yeux, tu vois. Et au final, même si j'ai toujours fait un petit peu un complexe par rapport à ces gars-là qui étaient peut-être moins forts que moi en exploit, ou contre récréatif, mais qui étaient beaucoup plus forts que moi techniquement, j'ai vu qu'au tap ça se passait bien, donc j'ai continué, mais j'ai toujours gardé un peu dans le coin de ma tête ce côté-là. L'année dernière, j'ai joué beaucoup HU un peu cher. Et du coup, j'avais un peu ce désir d'essayer de passer encore un nouveau cap pour pas être capé à un moment, pour si à un moment je joue encore un peu plus haut, si je joue .com ou etc. Donc la décision s'est faite assez naturellement. On va dire qu'au niveau de la rôle, j'étais vraiment bien, je pouvais tout jouer et je me suis dit que c'était voilà un investissement sur moi-même, sur long terme, pour développer également le réseau. Enfin, je voyais plein de raisons positives d'y aller. Donc, écoute, ça s'est fait assez naturellement. Je bossais déjà un petit peu avec Alex au niveau mental les semaines d'avant. Voilà, ça s'est fait naturellement. Depuis, on est plus que ravis. Alex, qui est le coach mental de Spinelite, ouais. Ok, donc là, maintenant, ça fait 6 mois. Tu vas changer un peu de rôle puisque tu vas coacher maintenant. Ouais. C'est assez particulier pour nous parce que d'ordinaire, les coachs au poker, ils ont aucune expérience de coaching dans d'autres domaines. Ils sont sélectionnés via leurs résultats, évidemment leur envie, leur motivation à le faire, mais on n'est pas vraiment formé pour devenir coach au poker. Toi, tu as cette expérience dans le tennis. Est-ce que tu penses que ça va t'aider ou comment t'approches ces coaching poker à venir? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que ça peut m'aider? Je pense que oui. J'ai coaché de nombreuses années au tennis et je pense que c'est au niveau de ce qui se passe en face de toi, de ce qu'attend l'élève, de ce que tu peux montrer à l'élève, de l'interaction qu'il va avoir. Au tennis, mine de rien, des fois, on avait un temps ultra court où un joueur prenait 1 heure. Mais en fait, tu as 5 minutes au début pour voir ce qui va pas et ce que tu dois régler en urgence. Donc là, la situation est différente. Mais globalement, c'est une discipline où tu dois essayer de trouver assez rapidement ce qui va pas, quels sont les points forts
quels sont les points faibles, voir ce que l'élève veut, voir ce que l'élève attend, voir ce que toi tu peux mettre en place et essayer de trouver un équilibre pour que ça se passe bien. J'ai eu une expérience je me suis quasiment jamais fait coacher dans ma vie au poker. J'ai eu une expérience avec un coach et ce coach m'a traumatisé entre guillemets. On était deux à prendre des sessions, je crois que c'était un pack de 10 heures et en gros ultra fort techniquement, vraiment j'étais au parfait, mais bah, j'avais pas envie d'y aller. J'étais terrorisé parce que niveau pédagogie zéro. Et je trouve que c'est un tout. Et il faut que la personne se sente bien, qu'elle ait envie de venir, qu'elle ait envie de progresser, qu'elle sente que toi aussi tu as envie. Donc ouais, essayer de trouver un peu ce juste milieu là-dedans. Je me suis rendu compte dans mon expérience récemment que j'avais une méthode qui était un peu trop souvent la même. Quand j'essaye de faire imprimer quelque chose à quelqu'un, j'essaye que ce soit marquant. Parce que pour moi, ça a du sens que ça fonctionne de cette manière pour que quand j'estime qu'il y a un problème qui est vraiment important et qui doit être compris, bah, c'était la seule façon que je voyais, c'était de faire des métaphores qui vont être marquantes ou de dire ça te coûte 30K à l'année cette erreur, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte qu'avec certains joueurs, ça fonctionnait pas du tout et que même ça avait des effets qui étaient négatifs dans le sens où ils commençaient à remettre tout en question ou ils se sentaient en insécurité parce que je disais des choses de ce genre-là. Je me suis fait la réflexion que c'était sans doute des erreurs pures de coaching et de skill de coach en fait. Et du coup, j'essaye aujourd'hui d'avoir plusieurs stratégies d'approche différentes, mais je trouve ça pas évident. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au tennis parce que j'ai l'impression que les clés pour chaque joueur que tu coaches vont être vraiment différentes. Comment transmettre le message et je trouve que c'est presque le challenge le plus intéressant en tant que coach de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Juste quand tu dis marquant, tu parles au niveau de ton ton, de tes mots, de potentiellement être un peu plus dur ou c'est juste quelque chose de général? Par exemple, si quelque chose est vraiment mauvais, je vais essayer de faire comprendre que c'est vraiment vraiment très mauvais et que ça coûte une tonne, que ça a pas de sens d'un point de vue soit théorique, soit exploitant pour telle ou telle raison. Et je ressens que certains joueurs en fait peuvent se sentir attaqués par ça ou trouver que c'est un peu brutal. Ouais. Alors que moi, j'aime bien quand on me parle de cette manière et qu'on me dit, écoute, là, ça va pas, quoi. Tu fais de la merde. Il faut que tu changes. Et ouais, je trouve ça intéressant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pendant que tu me parlais, je pensais à nos coachings du coup, et c'est vrai que moi aussi j'aime bien qu'on me dise là c'est nul ce que tu as fait. Et au niveau de nos coachings, des fois il y avait des spots que je jouais où forcément c'était pas bon, et tu m'as jamais dit ouais c'est nul, mais la façon dont tu m'as répondu en me disant je sais plus exactement, mais ok bon attends on va regarder. Enfin, je savais que c'était nul, mais limite t'avais pas besoin de me le dire. Je comprenais que c'était nul, mais t'as employé une manière un peu douce on va dire. Donc, ce qui était plutôt gentil de ta part, mais je savais que c'était pas bon. Après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est différent avec toi parce que, évidemment, tu fais plein de choses très bien et ce serait malvenu de dire, de dire t'es nul Ouais, mais il y a des plays qui sont mal joués. Donc, ouais. Mais c'est souvent aussi des plays qui sont un peu les défauts de tes qualités, quoi. Ouais, clairement. Mais, et pour en revenir à ce que tu disais, je pense que ça dépend vraiment d'un ensemble de choses. Si par exemple tu me dis là ce play il est nul, à aucun moment je vais me vexer et je te dis pas ça parce qu'on est ensemble. Mais par exemple la personne d'avant que je citerai pas, si elle me disait t'es nul, enfin ce play est nul, ça avait une toute autre incidence sur moi parce que ça me bloquait et ça me terrifiait. Juste parce que tout ce qu'il y avait avant ou à côté, ça allait pas en fait avec moi, c'était trop dur. Il a pas réussi à me faire être suffisamment en confiance. Tu vois, donc je pense que exactement le même mot, la même phrase sur une personne, enfin, je reprends. En gros, si cette personne, elle me dit cette phrase, ça va avoir un impact ultra négatif sur moi. Si tu me dis exactement la même phrase, ça aura pas du tout le même impact parce qu'il y a eu tout avant. Ouais, il y a tout le package à côté. Exactement. Okay. Exactement. Pour finir sur cette question, je pense que, comme tu dis, il y a des élèves avec qui ça va fit beaucoup mieux que d'autres. Il y a des élèves avec qui ça va être plus dur. Mais tout le monde a besoin de quelque chose de différent, je pense. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose où je vais être assez à l'aise globalement parce que si je devais donner un point fort, ce serait ça, c'est de comprendre à peu près ce qui se passe en face de moi, d'essayer de cibler les attentes pour gérer au mieux ça. Donc, globalement, de ce côté-là, je pense que potentiellement, ouais, le coaching m'a aidé sur ces points-là. Tu vas, en plus du coaching, faire des vidéos sur YouTube. C'est le projet, en tout cas. Ouais.
Qu'est-ce que tu nous prépares un peu? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que tu sais ce que tu vas vouloir mettre en avant? Il y a quelques pistes, il y a quelques pistes. On est en train de voir un peu avec tout le monde, avec Nico. Il y a Théo aussi qui en fait en parallèle. Donc, on va voir un peu comment on peut agencer tout ça. Rien n'est définitif encore. On est encore en train de peaufiner tout ça. Ça va être un exercice challengeant, clairement, parce que j'en ai jamais fait. Même si, bon, j'ai eu un petit peu l'habitude de quelques caméras, etc. Mais globalement, c'est un exercice à part entière. Je pense qu'on peut être un bon joueur de poker et un très mauvais youtubeur, entre guillemets. Donc, L'inverse, ouais, c'est ça vrai va être... aussi. De quoi? On peut aussi être un très bon youtubeur et un très mauvais joueur de poker. Et il y en a. Ouais, non, je pense que ça va être une expérience enrichissante. On va essayer d'apporter le plus de valeur ajoutée. Il y a le Discord aussi qui va être mis en place pour répondre un peu aux questions de tout le monde. Donc non, ça va être un ensemble qui va être plutôt cool, je pense, pour tout le monde, en espérant ouais, apporter un maximum de valeur. Génial. Tu parlais de motivation où on te pose souvent la question, mais comment tu fais pour être motivé et tout, et bah t'as pas de secret visiblement. Est-ce que t'as des projets dans le poker ou des rêves que tu souhaites accomplir grâce au poker, ce genre de choses, ou c'est vraiment tu te poses pas de questions quoi? Je me pose pas trop de questions. On essaye un petit peu avec Alex de travailler dessus. C'est vrai que je pense vraiment que quelqu'un qui a des objectifs sera plus motivé que quelqu'un qui n'en a pas. Ça me semble assez évident. Maintenant, je n'ai pas de réel objectif financier, je n'ai pas de réel rêve. J'ai envie juste de continuer à monter le plus haut possible, à essayer d'être le plus performant possible, faire des choses que par exemple, là, je vais à Vegas cet été, jouer le main et faire quelques tournois où je vais essayer de préparer un peu ça avant et d'être compétitif. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais qui est excitant. J'essaye, voilà, de mettre des choses en place pour garder toujours cette motivation et plus je vais avancer, plus je vais pouvoir me permettre de faire des choses cool dans ce sens-là. Maintenant, au niveau motivation, je vais dire que pour l'instant, je touche du bois, c'est assez naturel, ça vient assez naturellement. J'ai envie de jouer, je suis heureux de lancer des tables, je suis heureux de coacher. Le jour où j'en aurai marre, j'essaierai de trouver des solutions au début. Et si j'en trouve pas, bah, écoute, j'arrêterai. Hein. Mais je pense que ça va durer assez longtemps. Donc le main à Vegas, c'est un beau challenge et Ouais. ça fait bien rêver. C'est le genre de tournois qui sont plaisants à deep run. Et il y a de bonnes chances que ça arrive en plus sur ce tournoi. Donc Ouais, le gros challenge, ça va être au niveau de patience, au niveau, c'est vrai que j'ai joué que des formats heads up, j'ai joué ou spin, et du coup, je suis habitué à jouer beaucoup de mains. Si je les devais me niveaux de donner, 2 heures vont faire un peu mal. ouais, après, je pense qu'avec l'enjeu, je vais réussir un peu à me Ah, calmer et pas asperger les tables. Mais ouais, l'enjeu, ça va être clairement d'essayer de pas surjouer, de juste attendre, ouais, attendre mes spots. Je pense que c'est un tournoi qui est long. Il y a le temps d'évoluer correctement dans ce tournoi. Donc, globalement, parce que je vais pas faire que celui-là, je vais en faire quelques autour. Ça va être, globalement, ça a été toujours le challenge un peu pour moi, MTT, d'essayer ouais, d'apprendre la patience et d'essayer d'être le plus concentré possible sur un maximum de temps. Et voilà. est-ce que tu parlais de aller le plus haut possible? Est-ce qu'il y a t'as mis des mots un peu là-dessus sur des étapes précises que t'aimerais bien cocher? Donc là, tu vas jouer le main, mais c'est presque un kiff et pas vraiment, enfin, c'est plus un kiff qu'une Ouais. vraie étape dans ta progression, je dirais. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ça, j'aimerais bien quand même l'avoir accompli à un moment en termes de niveau, ça validerait que j'ai atteint un niveau important ou que tu vois que j'ai passé une étape? Ouais, bah, déjà pour le main, c'est purement un kiff, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire et là, je me le permets. Mais j'ai toujours ce côté compétiteur où je sais que je vais pas y aller les mains dans les poches et que un mois avant, je vais essayer de beaucoup bosser, de regarder. J'ai vécu un an aux US, donc j'ai déjà une petite idée de comment se comporte le field aux US. Ça peut être un petit avantage, mais globalement, j'ai envie de performer. C'est un kiff, mais si je performe pas, je sais qu'il y aura un petit côté de moi qui va être déçu. Concernant la suite et les objectifs, je fais le parallèle avec le tennis. J'ai jamais été apte, j'ai jamais eu l'envie de me brûler de ça pour essayer d'être dans les 100 meilleurs, par exemple. C'est quelque chose qui me plaisait, mais il y avait des choses que j'étais pas prêt à sacrifier pour arriver au top. Au poker, c'est globalement la même chose. C'est-à-dire que je serais pas prêt à m'enfermer H24 à l'heure actuelle et à poncer les solvers pendant des heures et des heures pour essayer de me rapprocher des meilleurs du monde. C'est pas quelque chose qui me drive énormément. J'ai toujours cette envie d'évolution, parce que de toute façon, je pense que si on n'évolue pas, ben, au bout d'un moment, on stagne et il y a quelque chose qui va pas dans la tête. Mais ouais, c'est juste continuer d'évoluer. Si à un moment, bon, sur le point FR, globalement, j'arrive à ce qui se joue un peu de plus cher. Potentiellement, il peut avoir encore quelques steps au-dessus. Si les spins se réouvrent partout, par exemple sur les 400, les choses comme ça, mais il peut avoir l'accès au point .com. Est-ce que c'est le plus-value? Est-ce que à voir? Mais en tout cas, je parle pas forcément en termes de stakes, mais en termes de niveau pur, ça c'est sûr, d'être le plus complet et le plus fort possible. Et là, j'en suis loin. Je pense qu'il y a des pistes d'amélioration assez importantes. Donc, je parlerai plus en termes d'évolution globale en tant que joueur, plutôt que de me dire, OK, je vais jouer, bah, comme toi, les 500 du point .com, les trucs comme ça. Ouais, je sais pas si ça répond totalement à ta question.
Complètement. Merci beaucoup. Ok, bah, merci beaucoup JP pour aujourd'hui, c'était super cool. On a hâte de te retrouver sur les vidéos YouTube. Pensez d'ailleurs que en commentaire, vous pouvez poser vos questions, mais aussi vous pouvez rejoindre notre Discord pour échanger directement avec JP sur ces vidéos en particulier. JP, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, Raph, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. Vous pouvez me retrouver du coup maintenant sur YouTube, sur les vidéos et aussi sur Discord. On va essayer d'être un maximum actif pour apporter de la value pour tout le monde et hâte d'échanger avec vous. C'est ça, apporter le plus de value possible, c'est assez cool. Merci à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.